Face Débat, saison 1, épisode 90, en compagnie de Stéphane Blajman. Bonsoir Stéphane, comment allez-vous? Bonsoir Raphaël, écoutez, ça va bien. Vous êtes de retour du Vietnam. Merci encore pour cette petite vidéo carte postale qu'on a diffusée la dernière fois. Est-ce que vous avez passé de bonnes vacances? Extraordinaire, vraiment un très beau pays. Puis je suis parti on est parti avec deux couples d'amis, des amis que je connais depuis presque 50 ans. Ça a été formidable, très beau pays. Les gens aiment bien Israël d'ailleurs là-bas. Et surtout, je pense que ça va vous faire plaisir, ce sont des fans du PSG. Ah ben voilà, comme quoi, même le Paris Saint-Germain s'exporte en Asie. J'aimerais vous faire réagir à une information pour ouvrir cette émission, Stéphane. L'actrice Hélène Mirren, j'imagine que vous avez vu cette vidéo passer sur les réseaux sociaux. Elle a été prise à partie à Londres par un pro-palestinien qui l'a notamment qualifiée, je cite, de salope sioniste maléfique en raison de son soutien à Israël. On voit la vidéo, voilà, elle ne comprend pas tellement qu'est-ce qui se passe lorsqu'on l'insulte de la sorte. Est-ce que vous avez une réaction à ce qui se passe à Londres en ce moment? Écoutez, c'est terrible ce qui se passe aujourd'hui, je dirais, en Europe, aux États-Unis. La haine d'Israël a atteint des niveaux qu'on n'a jamais vus. Ça se transforme en antisémitisme complet et les gens ressentent une violence terrible. Et moi, j'ai bien peur que ça ne s'arrête pas de sitôt. Nous devions avoir en plateau avec nous, dès le début de l'émission, Laurent Ayache, qui est malheureusement encore bloqué dans les embouteillages de Ranana à Yafo. Dès qu'il sera là, évidemment, nous vous le présenterons et il rentrera dans la discussion. Mais pour le moment, Stéphane, vous êtes seul avec moi en plateau à Tel Aviv, mais nous accueillons nos invités à Paris. Bonsoir, Merav Grieger. Bonsoir, je regrette parce que j'ai hâte que Laurent revienne puisque son débat ce soir c'est avec moi. Ça me rend tout aussi malade, Laurent, de devoir te contredire tout à l'heure, mais viens, on va trouver une approche médiane. Merav, j'aimerais vous faire réagir à une information un peu légère pour ouvrir cette émission. L'UJA Federation of New York a acheté 20 000 paquets de Bamba en réaction au boycott de produits israéliens voté par la coopérative alimentaire Parks Club Food Coop à New York. C'est une initiative assez incroyable. Alors, information légère, question légère. Est-ce que vous aimez les Bamba, ma chère Merav? Moi, je trouve que c'est pas du tout une question légère. Le Bamba, c'est un sujet très sérieux. S'ils ont tout pris et que je n'en trouve pas pour ce week-end et ce beau Shabbat, ils vont avoir des problèmes avec moi-même. On plaisante pas avec les Bamba, cher Raphaël. Ah bah, très bien. À vos côtés, Michel Mimran. Bonsoir Michel, comment allez-vous? À quelques heures de cette finale de la Ligue des Champions. Ah, mais moi, je suis prêt à rentrer dans la légende, Raphaël. Parce que Première étoile pour rentrer dans l'histoire, deuxième étoile pour rentrer dans la légende. Alors, mais je rappelle à nos téléspectateurs que vous avez été directeur marketing du Paris Saint-Germain. C'est pour ça qu'on a cette complicité en tant que supporter du Paris Saint-Germain. D'ailleurs, Stéphane l'est aussi. Et Raphaël, est-ce que je peux témoigner? Oui, allez-y, Merav. Raphaël, si vous le permettez. Bien sûr. Pour moi, il est une légende. Il faut que vous sachiez que je suis très émue d'être aux côtés de Michel. Légende. Alors, je ne vais pas te chanter la chanson de l'Eurovision, mais à chaque fois, je pense à toi. Moi, la première fois que j'ai rencontré Michel, il était on stage dans une conférence internationale et il représentait effectivement les activités digital marketing du PSG. Et donc, j'étais assise dans cette grande assemblée à l'écouter. Il était passé comme ça en montant les escaliers un peu à la Rocky version Mbappé pour quitter cette scène. Voilà, c'était déjà une légende et comme toutes les légendes, légende un jour, légende toujours. Je confirme ce que Quelle dit émotion. Merav Grieger. Juste à côté d'ici, il y a notre ami Laurent Ayache qui va entrer bientôt en plateau. Donc vous pourrez débattre avec Laurent Ayache, ne vous inquiétez pas. Mais en attendant de l'installer en plateau, on découvre quels débatteurs ont remporté les face-à-face de l'émission d'hier. À la question, le temps d'une offensive massive contre le Hamas et le Hezbollah est-il venu pour Israël? Vous êtes 94%, un score écrasant à avoir répondu oui, comme Nathaniel Slama, ça fait réagir à Paris. Et à la question, la gauche française doit-elle avoir honte des liens de ses liens avec Salah Hamouri? Vous êtes 96% à avoir répondu oui, comme Olivier Pardo. Vous n'avez pas été très nuancé, chers téléspectateurs. J'espère que ce soir, peut-être, il y aura un meilleur équilibre en plateau. Vous connaissez désormais votre quatuor du soir, notre ami Laurent qui arrive bientôt, ainsi que les grands gagnants de l'émission d'hier. Passons sans plus tarder au premier débat de cette émission. Il le fait rentrer. Un débat introduit par notre correspondant à Washington. Bonsoir Antoine Lard.
Non, c'est moi. Bonsoir. Alors nous revenons ensemble sur cette information de nos confrères d'Axios qui a créé la surprise aussi bien en Israël qu'aux États-Unis. Oui, effectivement, selon le média Axios et d'autres médias américains d'ailleurs, il y a désormais sur la table un texte qui a été approuvé par les négociateurs américains et iraniens. Un texte qui prévoit d'abord des concessions de part et d'autre. Alors côté iranien, on s'engagerait à rouvrir le détroit d'Ormuz avec une liberté de navigation totale, pas de péage, pas de harcèlement des navires commerciaux. L'Iran qui par ailleurs s'engagerait à retirer toutes les mines déposées dans le détroit d'Ormuz et ce sous un délai de 30 jours. Côté américain, on s'engagerait à lever certaines sanctions économiques contre l'Iran pour permettre à Téhéran de vendre en toute légalité du pétrole. Et puis, les Américains s'engageraient également à lever leur propre blocus, le blocus sur les ports iraniens. Ça se ferait de façon progressive et ce serait conditionné au déblocage du détroit d'Ormuz côté iranien. Ce texte prévoit aussi et surtout de prolonger le cessez-le-feu pendant 60 jours, une période pendant laquelle on ouvrirait un nouveau round de négociations, cette fois pour s'attaquer au sujet de fond, en l'occurrence le nucléaire, et en premier lieu la question de l'uranium enrichi, c'est 450 kilos d'uranium. Pour savoir ce qu'on en fait, on sait que les Américains souhaitent qu'il soit détruit, alors soit sur place en Iran, soit aux États-Unis. Cette question pour le moment n'est pas réglée, elle devrait être réglée dans un deuxième temps. Ce que dit Axios également, c'est que pour le moment, l'accord est réalisé au niveau des négociateurs, mais pas au niveau des chefs d'État, c'est-à-dire que pour le moment, on attend encore le retour du guide suprême Khamenei et le feu vert de Donald Trump. Du côté de la Maison-Blanche, on indique que Donald Trump souhaite se laisser quelques jours avant de prendre sa décision et avant éventuellement de donner son feu vert. Merci beaucoup Antoine Hollard depuis Washington. Bonsoir Laurent Ayache. Bonsoir. Bienvenue en plateau. Merci. Je ne fais pas tout le laïus du début. Voilà, il y a eu des petites informations qui ont été dispatchées. On a parlé du Paris Saint-Germain, on a parlé du match. Merav, regrettez que vous ne puissiez pas être là à 30, mais vous serez là pour le face-à-face, donc tout va bien. Et les informations de notre ami Antoine Hollard ont inspiré l'équipe de Ça se débat et nous avons posé 7 questions à nos invités. Accord États-Unis, Iran, l'erreur du siècle de Donald Trump. Stéphane Blachman a répondu oui et Michel Mimran a répondu non. Ça se débat, saison 1, épisode 90, face à face. Numéro 1, c'est parti. Stéphane, vous commencez 1 minute pour convaincre nos téléspectateurs. Michel, vous enchaînez juste après. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui. Stéphane, c'est à vous. Alors oui, d'après ce qu'on sait de cet accord, parce que bien sûr, cet accord, on ne le connaît pas exactement. Oui, c'est une erreur catastrophique, en tout cas pour Israël. Je rappellerai simplement que cet accord sur le nucléaire est bien moins bien que l'accord qu'Obama avait signé, donc c'est une catastrophe. Finalement, on a une guerre qui n'a servi à rien. On a une guerre qui a fait des morts. On a une guerre qui a fait du détroit d'Ormuz le nouveau point de fixation du monde, avec un Iran qui risque de gagner de l'argent sur ce détroit. Trump n'a qu'un ami, c'est le dollar. Aujourd'hui, il est obligé d'arrêter cette guerre. Faut oublier qu'on a la Coupe du Monde qui va bientôt commencer. Et il n'a aucun intérêt à ce que pendant la Coupe du Monde, il y ait la guerre. 60 jours après la Coupe du Monde, on va avoir l'anniversaire des 250 ans des États-Unis. Il ne reprendra pas la guerre à ce moment-là. Derrière ça, il a les élections de mi-mandat. On se retrouve dans une situation catastrophique pour Israël. Mais la guerre ne résoudra pas obligatoirement les choses. Michel, c'est à vous. Oui, alors je vais faire comme d'habitude, je vais répondre précisément à la question, est-ce qu'il s'agit de l'erreur du siècle? Alors le siècle n'est pas très avancé, je fais confiance pour commettre d'autres erreurs avant la fin de son mandat. Ceci dit, c'est pas un exercice facile de défendre cet accord. La seule chose que l'on peut reconnaître à cet accord, c'est qu'il met un terme à la guerre et je crois que la société israélienne commence à être épuisée par la guerre. À côté de ça, je pense que le vrai problème, au fond, c'est le comportement erratique du président américain. Toute personne qui dorénavant lui fera confiance sait, et ça a été le cas de Netanyahou, sait qu'il va au-devant de grands problèmes et surtout de grandes désillusions. Donc, erreur du siècle,
Je ne sais pas. Si c'était ça l'erreur du siècle, très honnêtement, je pense qu'on pourrait s'en contenter. Je ne suis pas certain, comme l'a dit Blajman, que Israël est dans une société catastrophique, et dans une situation catastrophique, pardon. Mais très honnêtement, je pense sincèrement que le vrai problème de tout ça, c'est le président Trump. Et que tous ceux qui ont été ses soutiens depuis son élection doivent revenir de loin. Merci beaucoup. Merav à Paris, est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec Stéphane ou avec Michel? J'ai rien dit. En tout cas, je ne suis pas d'accord avec Stéphane dans son approche. Ce qui est certain, c'est que c'est le dilemme du siècle. Faire la guerre ou ne pas faire la guerre, il est clair que faire la guerre n'apporte rien de bon. Et ne pas la faire laisse le mal s'installer. Donc, à choisir, je pense qu'il était nécessaire de faire cette guerre, quand bien même elle ne peut être 100% bénéfique. C'est le propre de la guerre. Et ne rien faire aurait été une véritable honte au regard de la situation et un véritable danger pour Israël. Et la société israélienne n'est pas dans un contexte catastrophique. Et là, je rejoins parfaitement Michel. On voit que c'est une société qui est pleine de ressources, mais qui est effectivement épuisée dans ce dilemme qui continue. Et on espère que ce serait un accord qui solutionne véritablement de manière efficace et qui sécurise, au moins pour un temps, Israël et sa population. Laurent, cet accord ne risque-t-il pas de jamais devenir l'erreur du siècle? Vous comprenez la référence au deal du siècle? Parce que peut-être tout simplement que cet accord, il ne sera jamais signé. Tout à fait. Pour l'instant, on en est encore aux phases des pourparlers, aux phases des déclarations. Rien n'a encore été signé. On n'a pas eu encore de déclaration de Trump de toute la journée, alors que c'est quelqu'un qui aime énormément s'exprimer sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il a été particulièrement silencieux. Je vais revenir sur l'épuisement de la population israélienne. La population israélienne n'est pas du tout épuisée. La population israélienne veut aller jusqu'au bout et veut continuer. Je pense que cet accord... Continuer la guerre. Va aller au bout de ses objectifs. Je pense que la guerre n'est pas du tout une défaite. Et on a eu énormément de succès. Tout d'abord, les dirigeants qui étaient en place au pouvoir ne sont plus de ce monde, n'existent plus. On a réussi à affaiblir de façon très forte l'Iran qu'on a connu avant le début de la guerre. Et effectivement, ces accords, tous ces accords et tous ces pourparlers, en fait, dépendent d'objectifs et de tenaïm, et de, comment dire tenaïm en français, et de conditions qui vont être mises en place. Le problème, on l'a vu avec le Hamas. L'accord qu'on a fait avec le Hamas, la première condition, c'était le désarmement du Hamas qui n'a toujours pas eu lieu. J'espère que l'accord avec l'Iran sera un petit peu plus respectueux des conditions. Michel et Merav, n'oubliez pas qu'on vous entend lorsque vous chuchotez, on vous entend dans l'oreillette, mais aussi nos téléspectateurs. Stéphane. Oui, moi je voudrais revenir sur tout ce qui a été dit là. Ça va. Quand je dis une situation catastrophique, je veux dire tout simplement qu'on n'a rien réglé en vérité. C'est ça le vrai problème. C'est qu'on a tous envie que la guerre s'arrête. L'armée est épuisée, tout le monde a envie qu'elle s'arrête. Mais on n'a rien réglé. Regardez ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. Regardez ce qui se passe au Liban et regardez la position de l'Iran. Alors oui, l'Iran a été affaibli. Oui, ce n'est plus le même Iran, mais aujourd'hui, on n'a réglé aucun des problèmes. Merci à tous les quatre pour ce débat consacré à ces rebondissements dans ces interminables dossiers, négociations Iran-États-Unis. C'est maintenant l'heure du tour de l'info. Stéphane, vous parliez de Gaza. Je vais vous faire réagir pour votre tour de l'info à un article de nos confrères de BFM TV. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a assuré ce jeudi 28 mai avoir donné l'ordre à l'armée israélienne de prendre 70% de la bande de Gaza. Regardez la citation. « Nous tenons le Hamas à la gorge, nous contrôlons maintenant 60% du territoire de la bande de Gaza. Vous savez, nous étions à 50% après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Nous sommes passés à 60%. Ma directive est de passer à 70%. » Un commentaire sur ces déclarations? Écoutez, moi, ça fait très longtemps que je ne crois pas un mot de ce qui sort de la bouche de Benjamin Netanyahou. Et encore plus maintenant qu'on arrive dans une période d'élection où il est dans une position loin d'être favorable. Est-ce que ça changerait ces 10% parce que mais ça ne changerait rien du tout. Vous avez toujours 35 000 terroristes du Hamas qui sont toujours armés, qui n'ont pas rendu les armes. Et les accords qui ont été signés, en vérité, c'est du bluff. Merav, une réaction sur ces déclarations de Netanyahou?
Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a derrière. Parce qu'on va en parler aujourd'hui. Beaucoup de formules, de punchlines, d'effets de manche. C'est encore des formules génériques. Il faut comprendre véritablement de quoi on parle. Si c'est contrôlé pour mieux... permettre un nouveau Gaza avec des dirigeants ni corrompus, ni haineux, ni monstrueux. Et là aussi, il y a une part de la population palestinienne locale qui ne rêve que de ça. Celle-ci, celle que l'on soutient, que l'on protège et qu'on ignore jamais, contrairement à ce qui peut être injustement et reproché à des fins de diabolisation. Si c'est 70% de contrôle afin de permettre à cette population aussi de recréer une institution qui ressemble à une démocratie et à un état de droit, bien évidemment que l'approche serait justifiée et légitime. Si c'est pour en faire autre chose, ce que je doute, et c'est là où je rejoins notre cher Stéphane, ce serait un effet de manche, un énième, qui n'aboutira à rien d'autre que de la politique de politiciens. Michel Mimran, votre information, un article de nos confrères du Figaro. L'islamologue François Burga a été reconnu coupable d'apologie du terrorisme et condamné en appel à 5 000 € d'amende pour des publications en ligne en janvier 2024. Dans un tweet, François Burga disait avoir infiniment plus de respect et de considération pour les dirigeants du Hamas que pour ceux de l'État d'Israël. Est-ce que vous saluez cette condamnation ? Alors oui, je peux que saluer cette condamnation. C'est un débat parce que, Burga, c'est à la fois anecdotique, parce que des déclarations de ce type-là, il y en a eu des tonnes depuis le 7 octobre, donc on est habitué, notamment tous les intellectuels. Lui, il est islamologue de surcroît, donc c'est pas très surprenant. De fait, c'est plutôt un symptôme. Et c'est un symptôme de quoi ? La question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, cette lutte sur ces déclarations, elle doit se passer dans les prétoires. Alors j'ai une avocate à mes côtés, elle pourra répondre si elle veut, mais ça a été un débat sur la liberté d'expression et c'est tout le débat de la loi Yadan. Mais quand on voit effectivement ce type de déclaration et quand on voit comment elle se propage, alors ça nous rappelle tout le processus qui avait amené à la loi Guesso au début des années 90, c'était la loi contre le négationnisme. Et il y avait le même débat sur la liberté d'expression. De fait, le fléau du négationnisme se répandait tellement qu'il avait fallu passer par une loi répressive pour interdire à des pseudo-historiens de dire que les chambres à gaz n'avaient pas existé, ce qui purement n'est pas véritablement antisémite. Vous dites juste que les chambres à gaz n'ont pas existé. Mais en fait, ça a été une très bonne chose pour circonscrire le problème. Je crois qu'avec la vague d'antisémitisme à laquelle la France est soumise, il faut effectivement que ces déclarations qui sont quand même outrancières. Burga, dans un tweet d'aujourd'hui, il dit que le gouvernement français est sous perfusion sioniste. Donc on voit qu'en plus de ça, il y a des relents antisémites classiques. Donc c'est important effectivement qu'ils soient sanctionnés. Si jamais cette vague d'antisémitisme reflue, alors je pense que la question de savoir s'il faut toujours traiter ces déclarations devant les tribunaux, elle se posera. Mais pour l'instant, il faut y être favorable. Et pour aller plus loin sur cette affaire, nous accueillons Maître Aude Veil-Rénal. Bonsoir Maître, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir sur i24 News. Maître, pourquoi la Cour d'appel a-t-elle condamné François Burga, contrairement à la juridiction de première instance ? Eh bien, la Cour d'appel a justement estimé que François Burga avait franchi les limites admissibles de la liberté d'expression dans la mesure où il s'est rendu coupable du délit d'apologie du terrorisme qui est sorti de la loi sur la presse pour passer dans le code pénal. Et en réalité, il a porté un œil favorable sur les exactions terroristes. La Cour d'appel considère, contrairement à ce qu'avait estimé le tribunal, qu'il ne s'était pas du tout limité à son rôle de chercheur. C'est ce qu'avait jugé le tribunal pour le relaxer. Et bien au contraire, qu'il avait porté un œil favorable en republiant à son compte intégralement, d'une part, des tweets du Hamas qui exprimaient leur admiration pour les exactions commises, que ces tweets republiés sans aucune réserve, sans aucune distance et sans justement l'œil du chercheur étaient constitutifs d'apologie du terrorisme, qu'il jetait un regard laudatif sur les exactions du 7 octobre, puisqu'il ne suffit pas de se référer au terrorisme en général,
mais à des actes terroristes précis. Et la Cour a réfuté entièrement la défense de Burga sur la liberté d'expression, sur l'œil du chercheur, et n'a absolument pas retenu sa condamnation, sa ligne de défense. Je précise qu'en plus de l'amende de 5 000 €, il a été également condamné à 3 ans d'inéligibilité et a considéré que, de par son rôle précisément de chercheur, du retentissement donné à ses publications, puisque c'est une circonstance aggravante et qu'il a plus de 30 000 abonnés, je crois, eh bien, la Cour a infirmé le jugement de première instance. Merci beaucoup, Maître Veil-Reynal, d'avoir accepté notre invitation ce soir sur i24 News. Une réaction, Maître Grieger, sur cette affaire ? Voilà, liberté d'expression, c'est un vaste sujet. Peut-être 2 réactions, si vous me le permettez. D'une part, la liberté d'expression dans chaque pays a son propre cadre. En France, elle n'est pas absolue, et je trouve que c'est un cadre qui devrait être un cadre de référence qu'on trouve en Europe, dans différents pays, mais qu'on ne trouve pas aux États-Unis, et on est souvent critiqué. Ce cadre-là, c'est liberté d'expression, comme l'a dit ma consoeur Aude Veil-Reynal, que j'admire également, je lui transmets, et avec des limites qui sont l'abus dans l'exercice de cette liberté. Jusqu'à présent, on avait des protagonistes qui maîtrisaient l'art de ne jamais tomber dans l'abus, de dire sans jamais véritablement tomber dans l'infraction de cet abus de la liberté, de l'exercice de la liberté d'expression. Il était question là d'apologie contre le terrorisme. C'est beaucoup plus facile pour des juges d'établir cette infraction-là, ce délit, que lorsque l'on parle de racisme, de caractère antisémite, et qui va s'établir par la provocation à la haine raciale. Très compliqué d'établir la provocation à la haine raciale, même quand nous, ça nous paraît évident, même quand la personne qui profère de tels propos, il n'a aucun doute dans ses intentions et les exprime par ailleurs. Donc c'est beaucoup plus facile, on constate, avec l'apologie du terrorisme. Vous demandiez, Raphaël, pourquoi en première instance on a eu une décision, et devant la Cour d'appel une décision contraire. C'est les juges du fond et leur pouvoir d'interpréter de manière souveraine les faits et de vérifier s'ils sont caractérisés ou non en appel, avec des éléments probablement nouveaux et éclairants. Le système judiciaire, et je terminerai sur ça, fallait pas me lancer, le système judiciaire, c'est plusieurs protagonistes et acteurs. C'est non seulement les faits, ce sont aussi des avocats qui doivent établir et démontrer, même quand c'est évident, et des juges qui doivent oser, dans un cadre, un contexte qui est le nôtre et qui est particulièrement sombre, oser dire le droit. Laurent, plus rapidement que Merab, parce qu'on après ça sera la publicité, François Burga, il disait quelques semaines après le 7 octobre avoir infiniment plus de respect et de considération pour les dirigeants du Hamas que pour ceux de l'État d'Israël. Et il y a encore des personnes qui affirment que cette phrase n'est pas de l'apologie du terrorisme. C'est clair que... On est en janvier 2024. Oui. C'est clair que dès le lendemain du 7 octobre, on a déjà entendu des personnes qui ont dit que le 7 octobre n'a pas existé, ou on dit qu'on a c'est un acte de résistance. Où on a exagéré ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on entend que Israël est accusé de crimes sexuels. On va en parler après la pub. Et donc, au niveau de l'ONU, aujourd'hui, Israël fait partie de la liste. Vous avez l'art du lancement, vous avez l'art du teasing, parce qu'on va lancer la publicité, et juste après la publicité, on va interroger Merab Grieger, parce que c'est son tour de l'info. Donc voilà, comme ça, nos téléspectateurs savent à quoi s'attendre après cette pub. Il est l'heure de marquer une courte page de pub. On se retrouve tout de suite sur i24 News. Merci Laurent Ayache. להשאיר חותם. מה זה אומר? כן, כן. להיות מפורסם.
עוד מישהו? להאיר לעולם את הדרך. מתחממים להפוך את הבלתי אפשרי לאפשרי. יוריקה! אתה. להגיע הכי רחוק שאפשר. למתוח את הגבולות האנושיים. זה להשאיר חותם. מתחילים? יש הרבה דרכים להשאיר חותם. רובן מתחילות בטכניון. Leave a mark. Et si votre impôt sur la fortune immobilière vous permettait de sauver des vies? En soutenant le Magen David Adom, vous contribuez au financement d'ambulances, de matériel de secours et à la formation des équipes médicales sur le terrain. Votre don est déductible à 75% de votre impôt IFI. Agissez dès maintenant sur mda-france.org. Tout le monde a les yeux rivés vers Israël. Certains achètent un bien, nous détectons les opportunités. David Jamy Group, l'expérience au service de ceux qui veulent investir autrement. Aujourd'hui, une opportunité exceptionnelle s'ouvre pour vous en Israël, en particulier à Ranana, Tel Aviv et Netanya, où nous avons signé des accords exclusifs avec les plus grands promoteurs du pays. Des prix réservés, introuvables ailleurs, une plus-value immédiate et un plan de paiement ultra avantageux, pensé pour faciliter votre achat. Des opportunités uniques, des achats sécurisés, une vision internationale. David Jamy Group. Real Estate Opportunities. Vous rêvez de soutenir Israël d'une manière unique et enrichissante? Rejoignez Sarel, le programme de volontariat civil en base militaire israélienne. De quelques jours à plusieurs semaines, participez à des tâches essentielles et vivez une expérience inoubliable. Découvrez Israël sous un nouvel angle, créez des liens durables et contribuez directement au soutien du pays et de ses soldats. Devenez volontaire, faites la différence. Inscrivez-vous via notre site internet. Innovation est de retour sur i24 News. Chaque semaine, nous vous emmènerons à la découverte de celles et ceux qui font demain, ici, au cœur de la Startup Nation. Santé, mobilité, culture, agriculture, ici l'innovation n'est pas un mot-clé, c'est un mode de vie. Innovation, c'est le rendez-vous des idées qui osent et qui fonctionnent. Rendez-vous chaque semaine pour découvrir ensemble les coulisses de l'innovation Made in Israël. Innovation, tous les mardis sur i24 News. Besoin d'être toujours connecté à l'actualité? Reportages, débats, interviews, analyses d'experts. Accédez à tous nos programmes où que vous soyez depuis votre téléphone, votre tablette ou votre Smart TV. Partout, tout le temps, avec l'application i24 News, retrouvez la chaîne en direct et en replay, les articles et analyses. Alors ne perdez pas une minute, téléchargez dès maintenant l'application i24 News. Parce qu'au Moyen-Orient, chaque jour qui passe écrit l'histoire. Parce qu'ici, tout va plus vite. Tout s'amplifie, parce que vous informer, c'est notre ADN. La grande édition, votre rendez-vous quotidien et en direct. Du dimanche au jeudi sur i24 News. Sur le plateau d'i24 News, toujours avec Michel Mimran, Merav Grieger, Laurent Ayache et Stéphane Blachman. Laurent Ayache qui ne sait pas s'il retrouvera sa voiture ou pas après l'émission, on espère. On vous le dira dimanche soir. S'il s'est garé un peu, voilà, n'importe comment, on ne va pas le dire. Merav, allez, on reprend un peu de sérieux. Merav, votre information. Les Nations Unies ont officialisé l'ajout d'Israël sur sa liste noire des pays coupables d'avoir commis des violences sexuelles dans les zones de conflit. Alors ça a créé des tensions entre Israël et l'ONU. Israël a gelé ses relations avec le bureau du président de l'ONU. Que pensez-vous de cette décision, Merav ? Alors j'ai pris connaissance de cette décision et je me suis surprise à ne
plus être scandalisé, à ne plus être choqué par de telles inepties, inexactitudes, cette volonté de diabolisation d'un côté, de diabolisation d'Israël, de dédiabolisation du Hamas et de banalisation des actes graves qui ont été commis à l'encontre de femmes israéliennes. Alors non, finalement, j'ai pas été choquée, j'ai même pas été peinée, et Dieu sait que j'ai la peine facile, surtout sur ces sujets-là, en tant que femme israélienne, en tant que femme israélienne et juive, puisque c'est bien ces trois personnes-là qui sont attaquées. Alors non, je suis même pas peinée. Pourquoi ? Parce que l'ONU n'est plus crédible et l'ONU continue à se décrédibiliser. L'ONU fait partie des clowns actuels de la scène internationale. Bon, c'est des petits Trump de l'autre côté de manière assez équivalente, mais je pense beaucoup plus dangereux parce que ça crée un climat qui est le nôtre aujourd'hui et qui a un impact concret au quotidien. On a compris, nous, en tant que femmes, désormais, que nous n'étions plus des femmes comme les autres, qu'on n'avait plus le droit au soutien de nos sœurs et que la sororité était relative et à géométrie variable. Donc on nous répond non, ne vous plaignez pas des crimes dont vous avez été victimes. Vos pères, vos frères ont également commis les mêmes, ce qui est la plus grande des inepties. S'il y a bien eu des viols, ce sont des viols non pas d'un État, non pas d'une autorité, non pas d'une armée, et ce sont des viols qui ont été, le cas échéant, s'ils ont été commis de manière individuelle. C'est le principe de l'individualisation des peines. Et croyez-moi qu'en Israël, les institutions judiciaires et pénales font parfaitement leur travail. Et on n'a absolument pas besoin des leçons de l'ONU sur ce terrain-là. Et ça s'appelle une atteinte à la souveraineté d'un État. Laurent, votre information, je vous propose d'écouter un extrait de l'interview d'Arthur Essebach ce matin sur France Inter et vous réagissez juste après. J'ai décidé de l'ouvrir parce que je pense que l'époque des Juifs qu'on aime quand ils sont morts avec des bougies et des arbres qu'on plante est révolue. Maintenant, voilà, il faut dire, il faut se battre, il faut combattre. L'antisémitisme est un délit. Et moi, tous les jours, quand je me lève, j'essaie de combattre ce fléau. Et je crois que la meilleure façon d'exister, c'est d'être fier de ce qu'on est. Je dis toujours, la meilleure façon de lutter contre l'antisémitisme, c'est de continuer à rayonner. Il faut qu'Israël continue à inventer, à créer, que les chercheurs trouvent des vaccins, qu'ils continuent à guérir les maladies, qu'ils continuent à développer l'IA. On ne parle que négativement de ce pays, qui est un pays assez fantastique. Laurent, on vous écoute. C'est une belle déclaration philosophique. Alors la philosophie, ça n'a jamais été mon fort. Mais en hébreu, on dit que le peuple juif est or la goïm, un phare pour les peuples. Et en fait, c'est le propre du peuple juif, et ça depuis 2000 ans. Alors, le rapport entre le fait que, effectivement, Israël, depuis son existence, le peuple juif, depuis des siècles, sont à la pointe de l'innovation, sont à la pointe des technologies. On voit le nombre de prix Nobel distribués aux personnes juives. C'est tout simplement, on a toujours été à la tête. Donc, mettre dans la même balance d'un côté ça et de l'autre côté l'antisémitisme, je vois pas trop le rapport. Mais quoi qu'il arrive, c'est clair que de toute façon, Israël et les Juifs du monde entier doivent continuer de montrer l'exemple, de faire avancer la technologie et de faire que en fait le monde se sente mieux. C'est un petit peu aussi le rôle de notre armée. L'armée d'Israël aujourd'hui, le combat que fait l'armée d'Israël, ce ne sont pas uniquement pour les Israéliens, ce n'est pas uniquement pour les Juifs du monde, c'est pour toute la civilisation du monde. Aujourd'hui, le Tsahal se bat pour la civilisation. Merci beaucoup, Laurent Ayache. Passons tout de suite au second débat de cette émission, un débat sur la guerre menée par le Hezbollah contre Israël, introduit par Jonathan Serrero.
Opération ciblée menée par Tsahal en banlieue de Beyrouth contre l'un des chefs de l'unité missile de la milice Imam Hussein, en l'occurrence Ali al-Husseini, une opération menée par l'aviation israélienne. Pour le moment, pas d'informations concernant l'issue de cette opération. En parallèle, Tsahal mène grand train, multiplie et intensifie ses opérations sur tout le territoire libanais. 135 infrastructures du Hezbollah ont été détruites ces dernières 24 heures. En parallèle, à ces ripostes menées par l'armée israélienne, le Hezbollah qui multiplie les envois de drones et de roquettes en direction des positions de Tsahal au sud Liban, mais aussi en direction des localités israéliennes qui se trouvent à proximité de la frontière avec le Liban. Et face à l'envoi, la multiplication de ces envois de drones, le ministre des Finances Bezalel Smotrich avait conseillé au Premier ministre israélien qu'à chaque envoi de drones explosifs, il fallait détruire des bâtiments du côté de Beyrouth. Le Premier ministre israélien lui a répondu que pour le moment, les Américains refusaient de donner le feu vert à Tsahal concernant la destruction d'infrastructures du Hezbollah du côté de la capitale libanaise. Mais selon certaines informations, cette position défendue par les Américains pourrait changer au regard de la multiplication justement de ces attaques et de ces agressions de la part du Hezbollah, et notamment au regard de l'avancée des négociations qui sont menées en ce moment entre représentants israéliens et libanais du côté de Washington. Merci beaucoup, Jonathan Serrero. Et cette déclaration de Bezalel Smotrich a inspiré l'équipe de SAS Débat. Et nous avons posé cette question aux débatteurs du soir. Bezalel Smotrich appelle à détruire 100 bâtiments à Beyrouth pour chaque drone qui blesse un soldat israélien. Êtes-vous d'accord avec l'appel du ministre israélien des Finances? Laurent Hayash a répondu oui. Merav Grieger a répondu non. Ça se débat, saison 1, épisode 90, face à face. Numéro 2, c'est parti. Laurent, vous commencez, vous avez 1 minute pour convaincre nos téléspectateurs. Merav à Paris, vous enchaînez juste après Laurent, 1 minute, 60 secondes à ne pas dépasser. Est-ce que tout le monde est prêt? Allons-y. Laurent, c'est à vous. Oui, effectivement, nous sommes en période électorale et donc en fait, Smotrich tout simplement a fait ses déclarations pour ses électeurs et donc c'est une déclaration qui va, enfin je la prends un petit peu comme une déclaration en période électorale. Je pense qu'aujourd'hui, aller détruire des bâtiments, c'est pas ce qu'Israël fait et on le voit encore, on l'a vu encore aujourd'hui. Ce qu'il faut, c'est aller détruire sans cible, sans personnalité. Aujourd'hui, je pense que la pression qu'Israël doit mettre, c'est plus au gouvernement libanais. Aujourd'hui, le Premier ministre libanais, Nawaf Salan, a dans son gouvernement 2 ministres du Hezbollah. Le ministre de la Santé publique, Rakan Masridine, et le ministre du Travail, Mahamad Haider. Ce n'est pas normal. Que font des personnalités du Hezbollah au sein du ministre libanais? Là, il faut mettre une vraie pression. Vous savez, aujourd'hui, on a entendu dire que l'armée du Liban est à la limite de la faillite. Le ministre des Finances s'appelle Yassine Jaber et fait partie du Hamal qui est en mouvement pro-Hezbollah. C'est pas normal. Vous avez le droit à un peu plus de 60 secondes, on vous écoute. Alors effectivement, je suis absolument pas en phase avec cette formule qui présente un caractère violent, en même temps qui n'est pas si étonnante parce que comme l'a parfaitement dit Laurent, c'est la scène politique, c'est que le début du théâtre de cette scène politique puisque chacun entre en campagne et ça va être un défilé de phrases et de punchlines. Objectif, faire parler de soi, objectif, faire réagir et récupérer des voix, des votants. Donc bien sûr que ça va séduire une partie de la population, ça ne séduira certainement pas la plus grande partie de la population, ça montrera un petit côté sécuritaire. Bon, on est clairement sur de la com politique, parce que concrètement, ce qu'il annonce,
c'est absolument pas en ligne avec les méthodes et les stratégies de l'armée israélienne. Lui-même et personne n'aura ce pouvoir-là parce que c'est pas des spécialistes de la guerre et que la guerre c'est pas un jeu et qu'il y a des personnes qui sont décisionnaires à qui on donne ces pouvoirs-là. Non, vous m'avez donné encore 10 secondes et oui, je vais les prendre pour préciser que cette approche œil pour œil, dent pour dent est purement théâtrale et ne correspond à rien de concret au regard de l'armée israélienne et ses pratiques. Michel, est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec Laurent ou avec Merav ? Non, plutôt avec Merav. C'est d'abord tout à fait mon intérêt puisqu'elle est juste à côté. Mais je reconnais que je pense que il y a des déclarations qui sont faites pour des raisons électorales, qui sont des déclarations fracassantes. Il y a des tas de ministres aujourd'hui dans le gouvernement israélien. Il y a une surenchère sur ces déclarations-là. Très sincèrement, je ne pense pas que ce soit réaliste. Il faut trouver une solution. Il faut trouver une solution à ces attaques de drones et globalement à cette guerre qui perdure au Liban. Je ne suis pas certain que la destruction de 100 maisons ou de 100 cibles à chaque fois qu'il y a un drone soit une solution qui va aider Israël. Je pense au contraire que ce sera un tollé international, ça commence à faire beaucoup. Michel, mais Bezalel Smotrich, il réagissait à l'annonce de la mort d'une soldate israélienne de 20 ans tuée par un drone explosif au Hezbollah. C'est dans ce cadre-là qu'il a publié cette déclaration. Non, mais moi je suis tout à fait d'accord pour analyser le contexte de chaque déclaration. Donc on peut considérer que quand... je sais pas comment dire, c'est la guerre, donc il y a des attaques de drones, c'est terrible, il faut trouver une solution aux attaques de drones. Aller détruire 100 maisons parce qu'il y a un drone qui attaque, le lien n'est pas totalement établi. Je crois qu'il y a le droit de la guerre également qui doit s'exprimer. Je ne sais pas comment dire. De toute façon, je vais être très clair, j'ai beaucoup de mal à donner raison à Bezalel Smotrich ou à Itamar Ben-Gvir ou à d'autres, donc il ne faut pas trop me lancer sur ce sujet. C'est pas des gens à qui je fais confiance pour mener une guerre. C'est tout, je fais confiance au Ramatkal, au chef d'état-major, probablement au ministre de la guerre, et encore, en ce moment c'est compliqué, mais c'est pas Bezalel Smotrich qui va nous trouver la solution pour battre le Hezbollah. C'est aussi simple que ça, en fait. Stéphane. J'ai quand même l'occasion de répondre. Allez-y, bien sûr. Je n'ai pas beaucoup parlé ce soir, je trouve. Allez-y. Écoutez, moi, ça ne me fait pas rire du tout. Ça ne me fait vraiment pas rire du tout, ces déclarations de cet extrémiste raciste qui est une honte pour le peuple juif et pour Israël. Lui et Ben-Gvir sont à mettre ensemble et à les dégager rapidement. Parce que ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que ces deux personnes-là n'ont pas fait l'armée, ils n'ont absolument aucune connaissance ni en sécurité, ni en rien du tout. Ils cherchent simplement à trouver ce qu'il y a de pire en racontant n'importe quoi. Parce qu'aujourd'hui, cette guerre avec le Hezbollah, normalement, il ne devait plus y avoir de guerre, puisque Netanyahou nous avait expliqué déjà, il y a pratiquement un an, qu'il avait réduit le Hezbollah à zéro. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Malheureusement, on n'arrive pas aujourd'hui à avancer dans une cessez-le-feu, une paix avec le Liban. Et ça, c'est vraiment la catastrophe. On a des morts, tout le jour des morts. Et regardez bien ce qui se passe dans le nord d'Israël. Et aujourd'hui, on a quand même entendu les États-Unis qui ont dit au gouvernement israélien, vous ne détruirez aucun immeuble durant cette guerre et vous ne pourrez aujourd'hui tuer des dirigeants Hezbollah que après d'autres accords. On est dans une situation qui n'est pas facile. Les Américains n'ont pas du tout la même optique que nous. Demain redémarrent des négociations entre Israël et le Liban à Washington. Demain. Oui, mais on est dans une situation aujourd'hui où on ne maîtrise plus notre destin. Laurent, une réaction à tout ça parce que vous êtes un peu 3 contre 1. Oui. Défendez-vous, Laurent. Non, tout à fait. Moi, tout d'abord, Smotrich aujourd'hui est le représentant du sionisme religieux. Et je tiens à saluer ici toute la population qui représente le sionisme religieux, qui a été plus qu'exemplaire pendant ces 2 dernières années. Et on le voit aujourd'hui au sein de l'armée. Ils ont fait un travail incroyable et on voit que cette population aujourd'hui fait partie de l'élite du peuple. C'est aujourd'hui l'élite du pays. Elles viennent du sionisme religieux. Elles viennent du sionisme religieux et on le voit de plus en plus. On voit aujourd'hui dans tous les postes à décision. Aujourd'hui, c'est des gens qui font partie de cette catégorie-là. Maintenant, concernant Smotrich, c'est clair que cette déclaration, c'est une déclaration politique pour son électorat, ok. Mais encore une fois, je tiens et je continue à préciser, on est en train on parle de pourparler avec le gouvernement du Liban. Au sein du gouvernement du Liban, il y a des représentants du Hezbollah. Il faut savoir que le Premier ministre Nawaf qu'est-ce que ça a à voir avec Smotrich qui était l'ancien président de la Cour internationale de justice de La Haye. On se rend compte, donc ça remet un petit peu les choses en place. On voit ce que c'était cette ça n'a rien à voir avec Cour de Smotrich et justice. sa déclaration. Ça n'a rien à voir avec. Mais
Je suis d'accord avec On disait encore il y a Stéphane. quelques jours, Stéphane, on disait encore il y a quelques jours que Tsahal ne frapperait pas Beyrouth, que Tsahal avait les mains liées, que le gouvernement israélien avait les mains liées, et toutes les personnalités de votre bord politique ici en plateau disaient Netanyahou, quoi qu'il arrive, il ne peut rien faire, il est KO. Aujourd'hui, demandez aux gens du Nord ce qu'ils en pensent. Mais non, mais il y a eu des frappes à Beyrouth. Demandez aux gens du Nord ce qu'ils en pensent. Les gens du Nord, on demande. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ah ben, je vais vous dire. Ce qu'il faudrait. Et qu'est-ce que l'opposition ferait-elle de mieux? Ah ben, l'opposition, déjà, quand elle aurait fait la guerre, elle aurait eu des buts. Et pas simplement de dire la victoire totale. C'est la L'opposition seule avait chose. dit qu'avant le 7 octobre, quelque temps avant le 7 octobre, que le Hamas était totalement anéanti. Ah non, pas du tout. L'opposition, regardez le discours de Lapid, on a frappé, le 23 septembre. On a écrasé le Hamas à Gaza. Raphaël, vous avez tort. 23 septembre à la Knesset, Yair Lapid fait un discours le 23 septembre. Et il explique le danger. Et il s'est contredit quelques mois après. À ce moment-là. Un mois après, il y a tout qui explose. Yair Lapid a fait également une déclaration dans laquelle il disait que Netanyahou avait des relations exécrables avec Trump et que malheureusement on avait la chance d'avoir un président des États-Unis qui était pour une fois avec nous et que on ne savait pas en profiter. Aujourd'hui, ces déclarations passent en boucle avec que un petit sourire de Netanyahou. Aujourd'hui, que tu penses que Trump est une bonne chose. Aujourd'hui, je suis persuadé que la collaboration entre Benjamin Netanyahou et Donald Trump est très forte. Merci. Et rien ne se décide. Tu peux rigoler, on le verra. On verra par la suite. Merci à tous les quatre pour ce débat consacré à la situation à la frontière entre Israël et le Liban. Passons tout de suite à un sujet plus léger pour l'interview du tac au tac. Bonsoir Francky Pérez, vous êtes animateur et entrepreneur. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir sur i24 News. Vous avez lancé récemment le projet Win My Land. Alors, je ne vous cache pas que lorsque j'ai vu passer les publications de Win My Land sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, j'ai cru d'abord que c'était une arnaque. Et je vous dis la vérité, j'étais pas le seul. Alors rassurez-nous, ce n'est pas une arnaque. Déjà, je pense, bonsoir, merci de m'accueillir. Je pense que pour les personnes qui me suivent ou qui me connaissent à travers les médias de la communauté juive depuis maintenant presque 25 ans, il n'y a jamais eu le moindre doute, je pense, sur l'authenticité de mes engagements, de mon sionisme et des différentes opérations que j'ai pu proposer au fil du temps. Celle-là, c'est vrai que moi, je l'aurais vu passer, j'aurais eu le même réflexe. J'aurais été un petit peu suspect à la base. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que avant de voir le côté juridique, c'est le côté halachique, le côté de la loi juive qui m'a intéressé. Et je me suis adressé à un rave qui m'a orienté vers un dayan qui a examiné de manière très très précise la manière dont ce jeu devait opérer pour être, j'ai envie de dire, 100% cachère. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, sur le plan de la législation, vous avez raison, il est très difficile d'organiser ce type de jeu selon la territorialité. Or, la société Win My Land Israël a été constituée au Royaume-Uni, qui est un endroit, un pays où les choses sont extrêmement précises en termes de loi sur le gambling. C'est extrêmement surveillé, légiféré. Il y a des huissiers électroniques, des softwares adaptés à ce type d'opération. Et donc, tout a été fait dans les règles de l'art. Mais maintenant, le doute, il était toujours là, tant qu'on n'avait pas eu notre premier gagnant. Et ça a été chose faite le mois dernier avec un jeune homme qui a gagné un terrain de 500 mètres carrés à Hadera. Mais voilà, alors, on le voit passer à l'image. Comment ce projet il est né? Et la question que tout le monde se pose aussi, comment est-il financé? Alors, comment il est né? Moi, j'ai vécu 16 ans aux États-Unis, à Los Angeles, et à une période de ma vie, j'étais le bras droit de Johnny Hallyday. Et en fait, à un moment donné, Johnny a voulu vendre sa maison à Pacific Palisades pour la somme de 6,5 millions de dollars. Et très spontanément, on avait une relation très franche et très, très directe. Je lui ai dit, ça pourrait être intéressant de monter un jeu pour les Français, gagner la villa à Pacific Palisades de Johnny Hallyday avec 7000 tickets à 1000 euros. Et donc avec un gain légèrement supérieur à la valeur réelle de la maison. On s'est renseigné, on a été voir un avocat en Californie qui nous a dit que c'était extrêmement compliqué et qu'il fallait incorporer une société dans l'état du Nevada, là où se trouve Las Vegas, où la loi sur le jeu le permettait. Dès que ça devenait un tout petit peu compliqué, Johnny voulait pas s'embarrasser, donc ça s'est pas fait. Mais le projet est resté en tête. Et j'ai fait l'ALIA il y a 3-4 ans.
je suis très engagé sur Instagram avec des boosts sionistes, comme je les appelle, avec mon attachement et l'envie de pousser les gens à faire la Aliyah. Et très naturellement, les choses se sont présentées ainsi. Il y a 1 an et demi, 2 personnes sont venues me voir pour me proposer de me joindre à elles pour monter ce projet. Alors, on n'a rien inventé. Gagner des sacs, gagner des montres, des belles montres, ça existe depuis longtemps et ça marche bien. Par contre, faire gagner un bout de la terre d'Israël, c'est complètement nouveau et révolutionnaire. Mais vous mettez aussi l'accent sur un problème important en Israël. Il est aujourd'hui de plus en plus difficile pour des jeunes couples, par exemple, d'accéder à la propriété. Absolument. Il y a des programmes. L'État a des programmes qui permettent d'obtenir des prêts. Il y a une sorte de loterie nationale qui est organisée dans différentes villes pour pouvoir gagner la possibilité d'avoir des prêts à moindre taux. Mais c'est très difficile d'accéder à la propriété aujourd'hui. Et l'idée, c'était de faire un acte sioniste, fédérateur, accessible, avec un côté émotionnel quand même assez fort, et plus communautaire. Gagner, alors c'était un terrain de 500 mètres carrés le mois dernier, et là on a mis en jeu un appartement de 100 mètres carrés à Netanya. C'est vrai que ça fait rêver, d'autant plus que les probabilités sont très élevées. On a une chance sur 15 millions de gagner, d'avoir les 6 chiffres au loto. On a une chance sur 5000 de gagner un appartement. C'est complètement fou. Alors j'ai demandé aussi, je voulais partager avec vous ça, le rabbin qui m'a donné le coup de tampon kasher, le Dayan, m'a dit, moi je vais jouer, moi aussi je vais jouer. Par contre je vais acheter un ticket parce que si Dieu veut que je gagne, j'ai pas besoin d'en acheter 2. Je n'aurais pas à vous le dire, mais en tout cas c'est un principe assez intéressant. Je voudrais rajouter un point très important, parce que je parlais de la partie communautaire. Il y a une partie des gains de cette opération qui sont reversés à l'association Le Cœur des Mamans, que je porte particulièrement dans mon cœur, puisque je présente leur gala tous les ans depuis de nombreuses années. Et donc voilà, il y a une partie associative, il y a une partie ludique, il y a une partie sioniste. C'est un peu tous ces éléments en même temps qu'on a essayé de réunir dans cette aventure. Merci beaucoup, Francky Perez, d'avoir accepté notre invitation ce soir sur i24 News. Une réaction, Laurent Ayache? Alors, j'ai rencontré cet après-midi Francky, qui habite à Ranana. On est amis. Et donc, on a dû justement parler de cette action. Et il parlait de la halakha. Il faut savoir que au niveau de la religion, nous avons l'obligation d'enfreindre le Shabbat pour pouvoir acheter un terrain. S'il y a un terrain, une affaire, un appartement qui va nous passer et donc il faut acheter cet appartement en Israël, on a l'autorisation d'enfreindre le Shabbat. Donc c'est quelque chose qui est très important d'acquérir un bout de terrain en Israël, c'est clair. Pour les 2 dernières minutes de cette émission, vous connaissez la tradition, c'est l'heure de la carte blanche de Julien Assal. Et oui, bonsoir tout le monde, et Raphaël, ça approche. Samedi 30 mai à Budapest, ton Paris Saint-Germain va tenter un 2e sacre européen contre Arsenal. Les Gunners rêvent d'une première Ligue des Champions, pendant que les coéquipiers de Dembélé arrivent avec la confiance d'un mec qui entre en boîte sans faire la queue. Mais bon, le vrai choc cette année, c'est pas la finale, c'est l'horaire, 18h. À la finie des soirées foot qui terminent à 2h du mat, avec un kebab froid et un Uber à 87 €. Avant une finale de Ligue des Champions, ça commence à 21h. T'avais le temps de t'embrouiller avec tes potes sur les compos, de perdre 40 € de cocktail. Samedi à 18h, d'habitude, c'est l'horaire à laquelle je demande à mes potes où on voit le match. Et à 18h, tout le monde sera dans le RER. Les gens verront les buts qu'avec la notif de la SNCF. Retard sur la ligne B, but de Kvaratskhelia. Colissus pas à Châtelet, penalty Arsenal. Et pour ceux qui font Shabbat, pas de panique. Ils apprendront le résultat dimanche matin, carrément. Mais bon, en tout cas, pourquoi cet horaire 18h? Et ben pour favoriser la vraie star de la Ligue des Champions, l'argent. Car 18h en Europe, c'est l'horaire parfait aux States et en Asie. Ils pourront tous regarder le match. C'est la mondialisation. Voilà. Alors c'est sûr, les supporters font exactement comme d'habitude. Ils râlent, ils disent que le football est mort. Et malgré tout, ils seront tous devant le match à 17h45. Parce qu'au fond, PSG Arsenal en finale des Champions, même à l'heure du goûter, ça reste impossible à manquer. Allez Arsenal, Raphaël. Il nous reste quelques secondes avant de finir cette émission. Est-ce qu'on se risque à un tour de table pronostic pour le match, Stéphane? Victoire au pénalty de Paris. Donc match nul et on va jusqu'au tir au but. Voilà. Stéphane. Laurent. Je vois bien, moi, un petit 2-0 pour Paris. 2-0. 2-0 pour Paris, oui. Michel à Paris. J'ai déjà donné mon résultat, tu le connais, Raphaël. Alors,
3-1. C'est 3-1 pour Paris. 3-1 pour Paris. On a le même écart. Et Merav? 1-0 pour Paris. 1-0 pour Paris, un match serré. Raphaël? Je m'y risque pas, j'ai trop peur de l'œil. J'ai à l'époque parfois fait des paris sportifs, donc attention, hein, je recommande pas du tout de faire des paris sportifs, c'est dangereux. Je ne pariais jamais sur le Paris Saint-Germain parce que je ne suis pas objectif. Non, allez, 5-0 là, on pour parle Paris. pas d'objectivité. Bon, allez, Comme l'an dernier. on va gagner. Bon, c'est tout ce que je peux dire. Voilà. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne soirée sur les 24 News. Un bon match, Stéphane, un bon match, Laurent, un bon match, vous aussi, à Paris. Michel, quoi qu'il arrive, on va se parler tout le week-end. Les amis, je vous souhaite une bonne soirée sur les 24 News. Tout de suite, Christopher Barolin pour un point complet sur l'information. Bonne soirée à tous, bon week-end, et on se retrouve, nous, lundi. À très vite.